Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Nous avions vu dans un podcast précédent qui traitait de l'apport en protéines que cet apport pouvait se situer entre 0,83 g par kilo de poids de corps pour une personne relativement sédentaire et jusqu'à 2, voire 2,2 et jusqu'à même parfois 2,5 g par kilo de poids de corps pour une personne sportive, particulièrement pour les individus qui pratiquent un sport de résistance comme la musculation. Ceci étant dit, est-il possible d'arriver à consommer trop de protéines et d'être finalement en overdose? Quels seraient les risques associés à une telle consommation accrue de protéines? Et quels seraient les signes d'une consommation beaucoup trop importante de protéines? En d'autres termes, peut-on consommer trop de protéines? Et si oui, quels seraient les risques? C'est exactement ce que nous allons voir dans ce nouveau podcast entièrement réservé aux membres Blueness et dans lequel nous allons répondre précisément aux questions suivantes. À savoir, est-ce qu'on peut être en overdose de protéines dans une alimentation saine? Est-ce qu'on peut avoir un apport trop important en protéines dans une alimentation transformée? Nous allons également voir plusieurs exemples, 7 exemples au moins d'apports trop élevés en protéines. Nous allons voir un exemple d'apport en protéines trop important en régime cétogène. Et enfin, nous verrons quels sont les risques et les signes d'une consommation trop importante de protéines. Et nous pourrons conclure sur le fait de savoir s'il est probable, en pratique, d'arriver à consommer trop de protéines. Et comment le savoir. En répondant à ces questions, nous saurons ainsi comment mieux estimer son apport en protéines, quitte à l'ajuster à la hausse ou à la baisse en fonction du style de vie, du mode alimentaire choisi et des signes que notre organisme nous envoie. Ainsi, il sera plus facile de fixer son apport en protéines, que ce soit dans le cadre d'une alimentation méditerranéenne, où l'on va trouver la protéine dans le poisson, la viande de qualité et les légumineuses, que dans le cadre d'une alimentation paléo, carnivore ou cétogène et faible en glucides. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Est-ce qu'on peut être en overdose de protéines dans une alimentation saine? Pour répondre simplement à cette question, la réponse purement théorique est oui. On peut être en overdose de protéines. Et on peut l'être dans une alimentation saine. Sauf qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça. Car non seulement on arrive rarement à cet excès, sauf quelques cas que nous allons traiter un peu plus loin, mais en plus, le fait de chercher à répondre à cette question va nous aider, en fait, va nous éclairer sur les interrogations liées à la consommation de protéines. Dit autrement, ce contenu, c'est l'occasion de revoir les enseignements tirés des podcasts et des chapitres précédents du guide Blueness, et aussi de découvrir de nouvelles notions, donc dédiées aux protéines. En tout cas, en pratique, c'est relativement compliqué d'atteindre une dose si importante de protéines au point que cette dose soit nocive pour l'organisme. Bien au contraire, lorsque des individus se servent une part généreuse de protéines dans leur assiette, ils sont souvent pointés du doigt par leurs camarades, par exemple, alors qu'en réalité, cet apport reste somme toute largement acceptable, si ce n'est à peine suffisant dans la plupart des cas de figure. C'est ce que nous allons voir après. En revanche, c'est vrai qu'il est possible de consommer des quotas trop importants de protéines au point que ça devienne au moins tout simplement contre-productif. Non pas nocif dans la plupart des cas, mis à part donc quelques cas spécifiques que nous allons aborder, mais au moins contre-productif. Et il n'y a pas de raison de solliciter plus que nécessaire nos organes digestifs pour quelque chose qui n'est pas forcément utile, sans parler du gâchis, que ce soit sur le plan écologique ou économique, que ça pourrait représenter de consommer trop de protéines. Nous allons donc voir dans quel cas une consommation trop importante de protéines pourrait être contre-productive, voire dangereuse dans certains cas de figure, et quelles sont les quantités qui pourraient poser problème selon les différents cas de figure. Mais avant cela, il est important de comprendre pourquoi il faut se faire confiance dans sa consommation de protéines, et donc pourquoi il faut savoir écouter son corps. En effet, au-delà des calculs théoriques, lorsqu'on priorise un apport important en protéines, ce que nous recommandons dans ce guide d'ailleurs,
Lorsque donc on priorise un apport important en protéines, apport que l'on va compléter de glucides et ou de graisses selon le modèle alimentaire choisi, l'organisme sait généralement nous indiquer quelle quantité nous convient, à condition d'apprendre à l'écouter et d'apprendre à écouter son niveau de satiété. Ainsi, il est en général difficile d'exploser les compteurs en termes d'apport protéique, contrairement aux glucides notamment, et cela pour plusieurs raisons que nous allons voir juste maintenant. Tout d'abord, la première raison, c'est que les aliments riches en protéines sont très satiétogènes. C'est pour cela qu'il est intéressant de les privilégier lorsque l'on cherche à prioriser l'essentiel dans son alimentation, c'est-à-dire à privilégier ce qui va permettre de constituer ou reconstituer les briques de notre organisme, sans abuser de ce qui pourrait être considéré comme relativement secondaire, à savoir tout le reste. Ainsi, dans cette logique-là, on s'assure de garantir l'essentiel dont l'organisme a besoin, à savoir les protéines, qui, on le sait désormais, constituent le socle, tout en laissant le corps se débrouiller en termes d'apport énergétique pour tout le reste, afin de le forcer quelque part à puiser dans ses réserves. Évidemment, ce schéma de pensée est une simplification extrême, et même s'il n'est pas inintéressant de s'en inspirer pour des stratégies de court terme, des stratégies de régime de court terme, il serait illusoire d'y concentrer tous les espoirs sur le moyen et sur le long terme. C'est d'ailleurs sur ce paradigme nutritionnel que se basent la plupart des régimes amaigrissants, notamment les régimes hyperprotéinés et hypocaloriques. Ils sont en général assez rassasiants, grâce à un apport massif en protéines, tout en n'apportant pas suffisamment de calories, mais juste ce qu'il faut pour renouveler les tissus de l'organisme et assurer l'essentiel de ce dont il a besoin, de façon à le pousser à perdre du poids, sans trop entraver sa santé générale et le métabolisme de base de l'individu. Ce type de régime a l'avantage de fonctionner sur des durées assez courtes, mais il amène souvent à un plateau assez rapidement, ce qui force les individus à abaisser encore et encore leur apport calorique, ce qui n'est bien sûr pas viable à long terme. On peut essayer ce genre d'approche quelques semaines avant un objectif particulier afin de forcer la perte de quelques kilos superflus, mais certainement pas à l'année sous peine d'abaisser le métabolisme basal et d'entraîner des frustrations. Mais nous reviendrons plus tard sur une formation complète dédiée à la perte de poids, un sujet ô combien complexe qui fait intervenir de nombreux facteurs. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à en faire part en laissant un commentaire qui va dans ce sens. La deuxième raison qui fait que les protéines, qu'il est peu probable d'exploser les quotas en termes d'apport en protéines, c'est que les aliments riches en protéines sont rarement considérés comme des aliments plaisir dans l'imaginaire collectif, bien qu'une viande de qualité pourrait constituer un vrai plaisir gustatif. Mais en pratique, la plupart des gens associent les aliments protéiques de plaisir à des aliments raffinés, riches en glucides d'une part, comme par exemple le pain du hamburger, le riz blanc ou la sauce sucrée des plats asiatiques, ou encore les pâtes de blé ou les nouilles de riz, ou bien par exemple la purée de pommes de terre tout simplement. Et on l'associe généralement les aliments protéiques à des glucides provenant d'aliments raffinés ou au moins d'aliments à index glycémique élevé, à des aliments en plus riches en lipides d'autre part, comme de la mayonnaise, du fromage dans le meilleur des cas. Mais ça peut être dans le pire des cas des huiles végétales de cuisson de mauvaise qualité ou encore des gras trans qui sont utilisés dans les produits transformés. Et cela sans parler des exhausteurs de goût plus ou moins artificiels. Il ne s'agit pas de diaboliser le pain du hamburger ou le riz blanc, qui en quantité modérée ne devrait pas poser de problème, mais bien d'expliquer que c'est l'association de la protéine avec ce type d'aliment, tout en y ajoutant sucre, sel et exhausteur de goût, c'est cette association-là qui va faire qu'un plat devient attractif, et non pas l'aliment protéique en lui-même. À ce sujet, les industriels ont su user depuis des dizaines d'années de certaines techniques afin de rendre les plats attractifs. Et plus récemment dans le milieu de la restauration, plus précisément dans la restauration rapide, les différents concurrents sont dans une course à ce qu'on peut nommer comme étant l'addictivité. Non pas l'addiction, mais bien l'addictivité, qui pourrait se définir comme les techniques culinaires utilisées pour rendre un plat addictif, dans le but de lui donner un côté très corrosif, très addictif, et ce qui donne au consommateur l'envie d'y revenir régulièrement. Et pour cela, on va utiliser une association assez subversive de glucides, de lipides, de sucrés, de salés et d'exhausteurs de goût
plus ou moins naturelles, plus ou moins artificielles. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans le podcast dédié aux épices en diète méditerranéenne, et dans lequel on avait vu qu'il y avait un possible dérèglement du palais des consommateurs, qui implique donc encore plus de sucre, encore plus d'exhausteurs de goût, pour pouvoir parvenir à ressentir les saveurs d'un plat, sous peine que les plats soient fades, en tout cas paraissent fades. Pour prendre un exemple, quelques tomates cerises ou une purée de navets vont paraître très sucrées à une personne qui est en alimentation cétogène, mais extrêmement fade à une personne habituée à une alimentation transformée et moderne. Tout cela pour dire que consommées seules, les protéines ne sont pas non plus considérées dans la représentation commune comme le Graal en termes de plaisir culinaire. Il est donc difficile d'imaginer un individu qui, par simple plaisir gustatif, irait se goinfrer d'œufs, de viande, de poissons maigres ou de fruits de mer, mis à part s'il y est motivé par un but sportif professionnel. Donc le faible pouvoir attractif des protéines seules rend leur consommation relativement limitée par rapport à des chips, des bonbons, du chocolat au lait, une pizza ou des pâtes bien cuisinées. Il est donc peu probable d'exploser les quotas et de dépasser les doses considérées comme dangereuses en termes d'apport en protéines. Et si on veut être plus royaliste que le roi, il est également peu probable de dépasser la fourchette haute des recommandations journalières de protéines lorsqu'on est un individu qui a une alimentation à peu près équilibrée et qui sait écouter son corps. Nous mettons donc ici de côté les individus qui planifient une alimentation extrêmement calculée sur des ratios bien précis. La troisième raison, c'est que si on voulait faire sauter la barrière haute des recommandations en protéines, il faudrait avoir suffisamment d'appétit pour consommer une quantité gargantuesque d'aliments riches en protéines, avec tout ce que cela peut apporter peut apporter d'autres comme nutriments. Ce qui serait techniquement difficile en termes de satiété. Parce que les protéines ne viennent pas seules, et c'est ce que nous allons voir ici. Lorsqu'on se penche sur ce que la nature a pu nous offrir comme aliments, l'être humain s'est adapté et a évolué au fil des millénaires, à partir de nourriture qui présentait un ratio relativement moyen d'environ 1 g de protéines pour 1 à 2 g de lipides. En effet, que ce soit dans le régime paléo, mais aussi dans celui plus récent des zones bleues, l'être humain a finalement consommé pour vivre et survivre des aliments qui sont dans l'ensemble, bruts et complets, et qui intégraient donc, dans l'histoire de l'humanité, des aliments animaux, riches à la fois en protéines et en graisses, et des végétaux, généralement riches en protéines végétales, et en glucides et en fibres. Ce n'est que tout récemment qu'on est parvenu à décomposer des aliments et à faire par exemple d'une orange jadis très acide, aujourd'hui une orange très sucrée qui va finir dans un jus d'orange par exemple. C'est la même logique pour la viande, qui était consommée du nez à la queue en passant par les abats, alors qu'aujourd'hui, la plupart des viandes sont consommées soit maigres, soit avec des lipides de mauvaise qualité provenant d'autres ingrédients. Donc pour parvenir à exploser les compteurs en termes de protéines, il faudrait consommer uniquement des parties maigres tout au long de la journée et en quantité très importante, en considérant que cela soit faisable sur le long terme, et ce sans apport de glucides ou de lipides qui ont l'avantage d'apporter un côté ludique et gustatif au repas, mais surtout qui ont l'avantage surtout de rassasier. Dans les faits, les aliments sources de protéines viennent donc naturellement avec une part de graisse, et ils sont parfois consommés en plus avec une part de glucides, ce qui fait que la satiété finit inévitablement par être atteinte sans qu'on puisse techniquement atteindre l'overdose de protéines. Ainsi, rares sont les individus qui parviennent facilement à atteindre la fourchette haute, à savoir 2,2 à 2,5 g par kilo de poids de corps, ce qui représente à peu près 175 g de protéines pour un individu lambda, et ce qui ferait tout de même en pratique jusqu'à 7 parts de viande par jour, par exemple. Que ce soit pour des raisons évidentes donc d'appétit, que pour des raisons économiques ou éthiques. En pratique, la viande arrive avec son lot de graisse, environ 10 à 15 grammes de lipides au 100 grammes en général, auquel on va ajouter la graisse de cuisson, ce qui va forcément rendre difficile la consommation excessive de protéines puisque cette graisse contenue dans la viande, et ainsi que la graisse de cuisson, va venir
va nous pousser à atteindre plus facilement la satiété sans qu'on puisse atteindre le quota explosif de protéines. Et ce postulat est d'autant plus vrai en alimentation omnivore, et donc pas seulement carnivore, parce qu'il serait relativement improbable de consommer plus de 6 à 7 parts de viande ou de poisson gras, pas maigre, gras, en plus d'un apport de légumes par exemple, d'oléagineux comme l'avocat, de noix de coco, de yaourt grec, et sans parler des féculents si on en consomme. À moins évidemment d'être un marathonien ou un haltérophile. À ce titre, et on en parlera dans la formation liée à la perte de poids, l'être humain pourrait en réalité bien être en capacité de consommer des quantités très élevées de viande et de protéines, et notamment de protéines grasses. Le problème, c'est qu'avec l'accès au confort, la sédentarité, la climatisation en été, le chauffage en hiver, l'être humain actuel ne dépense plus assez de calories qui pourraient justifier un apport massif et notamment un apport massif de viande. Il est donc compliqué de consommer de telles quantités de protéines dans le contexte actuel, bien qu'il soit théoriquement possible de le faire dans un contexte où on n'aurait pas ou peu de quoi se chauffer et où l'on travaillerait en plein air toute la journée. C'est précisément pour cette raison que les légumes ont leur importance, car ils apportent la satiété et le plaisir culinaire sans l'apport énergétique, ce qui permet d'éviter de consommer trop de protéines et de graisses, dont l'excès serait aujourd'hui, en tout cas, du point de vue de la sédentarité, relativement inutile, du point de vue énergétique pour une personne sédentaire, à moins de vouloir prendre du poids. Et on parle ici d'un gros excès, car en perte de poids, il ne s'agit pas non plus de limiter les protéines et les graisses, sous peine d'enrayer le métabolisme et d'empêcher la perte de poids à moyen et à long terme. Donc pour une personne sédentaire, faire sauter la fourchette haute en protéines, en consommant des protéines grasses, semble relativement compliqué en pratique, du fait que les protéines viennent rarement seules, puisqu'elles contiennent, comme nous l'avons dit, des graisses, et qu'elles sont cuites avec de la graisse, et qu'en plus, dans 90% des cas, donc excepté les régimes carnivores, elles sont généralement servies avec d'autres aliments qui rassasient. Et même lorsqu'il s'agit de protéines maigres, comme la consommation de poissons maigres et de steaks allégés en matière grasse par exemple, il semble également compliqué d'en consommer des quantités gargantuesques pour des raisons, encore une fois, d'appétit, de satiété et de monotonie culinaire. Et c'est précisément ce levier sur lequel s'appuient d'ailleurs les régimes amaigrissants. Alors peut-on avoir un régime trop important en protéines dans le cas d'une alimentation transformée? Si l'on voulait se faire l'avocat du diable, voyons si vraiment, en suivant une alimentation moderne standard, on pourrait être dans le cas d'un trop-plein de protéines. On va prendre l'exemple d'une personne qui aurait une alimentation standard, riche en glucides, et simultanément en lipides d'ailleurs, en regard de la dose de glucides apportée. Et dans l'exemple qu'on va choisir, nous allons prendre une journée volontairement bien remplie, au cours de laquelle on aurait les apports de protéines suivants. Donc au petit déjeuner, une ou plusieurs viennoiseries avec du café. Au déjeuner, une part de viande avec un féculent, par exemple des frites, au restaurant typiquement. En après-midi, un snack de type barre chocolatée ou tout autre plaisir sucré. Et le soir, entre 2 ou 3 parts de pizza, type pizza 4 fromages par exemple. Nous allons voir donc combien de protéines cette journée va représenter. Et nous allons voir s'il est possible de flirter avec la fourchette haute, avec un excès, disons, de protéines pour quelqu'un qui consommerait une alimentation plus ou moins transformée, sans que ce soit pour autant une alimentation totalement malsaine. Alors la suite de ce contenu sera directement disponible dans le guide Blueness et réservé aux membres premium du guide Blueness. Je vous donne donc rendez-vous directement sur blueness.com où vous retrouverez la suite du contenu. Et nous aborderons notamment dans ce contenu premium les 7 exemples d'apports trop élevés en protéines, notamment le cas de la diète cétogène, mais aussi le cas du sportif. Et nous verrons si l'on peut en pratique être en overdose de protéines, et si oui, quels sont les signes et les risques qui seraient associés à une consommation trop importante de protéines. Donc comment faire lorsqu'on se retrouve avec de tels signes qui se présentent à nous. Donc je vous donne rendez-vous directement sur le site blueness.com où la suite de ce contenu sera disponible.
ce qui représente un peu plus de 40 minutes de contenu réservé aux membres Blueness. À très vite.